Il y a 50 ans, presque jour pour jour, le 13 février 1949, des milliers de travailleurs de la région de l'amiante au Québec déclenchaient la grève. Ils voulaient mettre fin à leurs conditions de travail pitoyables. Mais très vite, la grève de l'amiante a dégénéré. Elle est devenue une bataille pour la reconnaissance syndicale et surtout un défi au premier ministre de l'époque, Maurice Duplessis. Un événement qui sera précurseur de la Révolution tranquille. Depuis 2 ans, notre collègue Guy Gendron, qui est originaire d'Asbestos, profitait de chacun de ses passages chez lui pour recueillir des témoignages de gens qui ont vécu ce grand moment de l'histoire du Québec. Certains d'entre eux sont morts aujourd'hui. À partir de ces témoignages avec la réalisatrice Christina Von Latky, il nous fait revivre ce soir ce conflit de travail qu'on a aussi appelé la grève à Duplessis. On s'est décidé, un bon 13 de février 1949, de rentrer en grève. Puis, c'était pas pour... par plaisir. Hiver 1949, 5000 travailleurs de l'amiante à Asbestos et Tetra Mines déclenchent une grève qui va marquer l'histoire du mouvement ouvrier québécois. Ça va faire 50 ans. Et puis, rentre prendre une bière dans un hôtel, puis un gars va se faire dire « maudit scam ». Ça chatouille. 50 ans plus tard, les citoyens d'Asbestos font revivre le conflit grâce à un classique du théâtre québécois, la pièce Charbonneau et le chef. C'est un gros plaisir pour moi de vivre ce que mon père et mon grand-père m'ont raconté. Ce drame collectif met en présence les grévistes, les briseurs de grève et les grands personnages de l'époque, le directeur de la compagnie, Monseigneur Charbonneau, Maurice Duplessis. Nous avons à l'heure actuelle, et vous le savez, des problèmes nombreux. C'est la grève du Duplessis qui est plat. L'horizon économique est chargé de nuages. C'est les 3 pouvoirs, qui étaient le gouvernement, qui étaient les compagnies d'amiante ou le pouvoir de ces choses-là, et vous aviez aussi la religion. C'était quoi le nœud de l'histoire, d'après vous, du conflit à Asbestos? C'était la reconnaissance syndicale. Moi, je suis rentré à la mine à 12 cents de l'heure. Il y avait un câble au plafond, là. C'était des grosses poches, après, grosses de même, pour dire, puis hautes de même, hautes comme une poche, là. Puis on mettait du C là-dedans à la pelle, puis on sautait là-dedans à la journée, là, tu sais, là. On se tenait après la corde, puis on sautait là-dedans pour le fouler, pour rentrer 100 livres. Il y avait la poussière dans le vieux ministre, là, du Pétieux. Ça descendait, ben, au moins, je ne gérais pas, mais entre 40 et 50 pieds de haut. Quand ça tombe dans le trou en bas, là, il y a la fallage, il n'y a pas de tempête de neige qui peut se faire. Puis les masses, on avait des masses, mais le pipette, là, pour avoir de l'air, avec le soir, ça glace, ça fait qu'on descendait ça, puis on enflait à plein nez, puis on se décottait le nez. C'est pour ça qu'on était négro, les mineurs. On ne pouvait pas se laver sur l'ouvrage après l'ouvrage. On retournait chez nous tout en coton. Quand on venait pour se déshabiller, ça tombait à terre. C'était réellement aucune condition de travail humaine, là. Gaudiose Leclerc a 22 ans quand, le 13 février 1949, le syndicat fait rapport à ses membres. Les négociations sont dans l'impasse. Il a demandé 15 cents de l'heure d'augmentation et la promesse d'éliminer la poussière. La compagnie offre 5 cents, rien d'autre. La loi prévoit soumettre le conflit à l'arbitrage, mais les mineurs se méfient du procédé. Il y avait eu d'autres arbitrages où les mineurs et des travailleurs d'autres industries n'avaient rien gagné. Tout ça avait l'air d'être, si mon souvenir est bon, tout ça était biaisé en faveur des employeurs. Alors les mineurs avaient plus confiance dans l'arbitrage. D'autant plus que la pointe de Duplessis, elle était ferme là-dedans. Hein? Bon, ils font l'assemblée. Le soubassement, la salle
de l'église Saint-Aimé était remplie à craquer. Les gens étaient réellement... La salle de l'église Saint-Aimé était remplie à craquer. Les gens étaient réellement montés. Réellement, ça criait, c'est la grève, on sort à soir. Le chef de la centrale syndicale, Jean Marchand, vient de Montréal pour leur expliquer qu'ils n'ont pas le choix. Quand j'ai fait le rapport des négociations le soir pour le renouvellement de la convention collective de travail, je leur ai dit à cette heure, les gars, notre cours, c'est l'arbitraire. Comment l'affaire a chassé, là? On n'en veut plus de ce baptême d'affaires-là. Bon, c'est aussi clair que ça. Puis là, le feu a pogné dans la salle, puis ils sont tous partis pour aller bloquer la... C'est comme ça que c'est parti à la grève d'amiante. On avait brûlé dans l'esprit d'ouvriers, des travailleurs, l'institution arbitrale. Le sol de l'église, il contenait à peu près 900 personnes. Si tu avais compté des mecs qui étaient levés, tu en aurais peut-être eu 1200, 1300, tu sais. Parce que moi, je me souviens, en tout cas pour moi, j'ai levé mes deux mains. Alors, si on comptait ça pour deux votes, j'étais avec un gars. Puis, tu sais, à l'œil, quand tu vois comment il y en a un ou deux, puis c'était pas suggéré de laisser tes mains baissées, tu sais. Il fallait que tu lèves les mains. On a assez niaisé, les gars. La grève. Moi, je suis pour la grève. La grève, puis tout de suite. Vive l'entente, vive la grève, vive l'union, vive le syndicat. Si aujourd'hui on veut grèver, vive le syndicat. C'était évidemment une atmosphère survoltée. On allait faire le piquetage en dedans. Alors, on piquetait à chaleur, ça allait bien. Dans notre esprit, la grève n'a pas duré 2 semaines. Pour la compagnie, la grève est illégale. Les travailleurs vont bien rentrer après 4 jours, mais c'est pour occuper les bureaux de la Johnsmanville. Le lendemain, plus de 100 policiers provinciaux envahissent Asbestos. L'épreuve de force commence. Pour Maurice Duplessis, la grève entache la réputation du Québec. Il faut l'écraser dans l'œuf. Il enlève donc au syndicat son accréditation. Légalement, il n'existe plus. La police provinciale reçoit le mandat de protéger la compagnie. La police provinciale est arrivée ici, je ne sais pas combien il était. Pour là, c'était un party. C'est arrivé ici, c'était en état de boisson. Ils sont rois et boss dans la ville. OK? C'est eux autres qui ont la loi, c'est ce qu'ils appellent la loi, c'est eux autres qui l'ont dans les mains. Alors, ils se promènent en ville, puis provoquent un peu, ici à droite, où c'est que tu vas, toi, puis ainsi de suite. Après un mois de grève, c'est l'escalade. Dans la nuit du 14 mars, le chemin de fer privé de la Johnsmanville est dynamité, empêchant la compagnie de poursuivre ses livraisons. Dans un conflit, il faut toujours que tu trouves de quoi occuper ton monde. Nous amenait à tous les après-midi, on allait dire notre chapelet à l'église Saint-Aimé. On disait le chapelet dans l'après-midi, puis on sacrait à la pleine gueule quand on était sortis de l'église. J'ai fait jusqu'à 32 heures de piquetage d'affilée, puis c'était le fun. On prenait un coup au travers de ça. Les autorités syndicales ont décidé que là, il fallait que ça arrête, la boisson, parce que c'était dangereux, c'était plus menable. Quand les gars étaient chauds, ils étaient prêts à tuer, tu sais. Nous autres, là, faire la révolution sociale au Québec, on se foutait de ça comme l'an 40. Nous autres, on se trouvait bien dans notre petit village. Moi, le problème, c'est que je voulais avoir une pièce de l'heure. C'était ça qui était l'enjeu du conflit. Une pièce de l'heure, puis, bon, des guédis, des vacances. Une pièce de l'heure, puis, bon, des guédis, des vacances. Des affaires de même, tu sais. Alors, la compagnie, probablement que dans son évaluation de la situation, a dit cette année, c'est le temps. On leur paye de la traite, on les écrase, puis en plus, qu'il y avait l'appui du gouvernement là-dessus. On voyait qu'on ne va pas l'appui. On ne va pas l'appui des autorités, puis on ne va pas l'appui du gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Bien, il faut ôter sa chemise puis se débattre. Hein? On l'a fait.
Il y a tout de même quelques voix qui commencent à s'élever pour les appuyer. C'est le cas du curé Camiran, qui milite avec les travailleurs en tant qu'aumônier du syndicat. Il est aussi le curé de la paroisse Saint-Aimé à Asbestos. C'était tous des syndicats catholiques, après. D'ailleurs, même la Confédération la CTCC, c'est la Confédération catholique des travail, quelque chose semblable. Il y avait le mot catholique là-dedans. Il y a eu les deux paroisses qu'on appelait, nous autres, les deux églises puis les deux curés. Il y avait Monseigneur Camiran d'un bord, puis il y avait le curé de Lande de l'autre côté. Alors, il y avait la paroisse des grévistes puis la paroisse des scabs, qu'on appelait le pied noir. C'était aussi fort que ça. C'est encore non. C'est toujours non. Le printemps arrive, toujours aucune négociation. Les grévistes sont au bout du rouleau. Sans salaire depuis 2 mois, ils ont faim. On vivait avec un petit 3 piastres par semaine. Hein? On avait 3 piastres par semaine d'allocation, ceux qui faisaient la grève, là. 3 piastres par semaine. Le 29 avril, le syndicat flanche. Il accepte de mettre fin à la grève et de soumettre le conflit à l'arbitrage. Mais la compagnie et le gouvernement refusent. Pas question de négocier avec des anarchistes. Votre maudit syndicat, là, je l'écrase! Tu comprends ça, là? La production de cette pièce de théâtre portant sur la grève est une occasion pour cet ancien acteur du conflit, Robert Marcoux, d'en perpétuer le souvenir. Bon, je dis bien franchement, d'après moi, là, il fallait qu'il casse le syndicat. Parce que Asbestos et Thetford, c'était les 2 gros syndicats, ça. Puis Duplessis, il s'est dit, s'il vient à bout de casser ces 2 syndicats-là, les autres syndicats, ils auraient bien. Duplessis, ce dictateur. M. Duplessis avait les idées sociales des notaires de campagne vers 1875 et on était au milieu du 20e siècle. Il voulait pas qu'il y ait de règlement parce qu'il voulait pas qu'une grève dite illégale ait apporté quelque chose aux ouvriers. Et ça, c'était pour lui sacré. Gérard Pelletier est à ce moment-là un jeune journaliste au Devoir et aussi un ami de Jean Marchand. Il s'installe à Asbestos dès le début du conflit. Il va y écrire près de 300 articles. Toute la population était sur une tension à l'extrême. Alors, les autres, pour disperser ce genre-là, ils envoyaient des bombes lacrymogènes. Ces bombes lacrymogènes-là, c'est un gaz sucré. Quand une personne respirait ça, c'était une obligation d'aller aux toilettes pour les secondes qui suivaient. Ils se vidaient. Ça les endormait pas, rien de ça, mais les culottes étaient pleines. Il fallait que je change de place. La seule mission qu'on a comme policier, c'est de maintenir l'ordre. Question des négociations entre la compagnie, les employés, etc. Ça ne nous regardait pas. Même on n'était pas au courant, on ne voulait pas le savoir. Le 1er mai 1949, la fête des travailleurs tombe un dimanche. Monseigneur Joseph Charbonneau, l'archevêque de Montréal, prononce un sermon historique où il affirme que la classe ouvrière est victime d'une conspiration qui veut son écrasement. Il appelle toutes les églises du Québec à faire une quête pour les grévistes. La sympathie des Québécois est enthousiaste. La collecte rapporte 170 000 $. Pour la population d'Asbestos, affamée, battue, humiliée, cet appui représente plus que de l'argent. C'est une reconnaissance populaire et morale. Pour le Québec, c'est une fracture de l'alliance qui unit l'Église et le gouvernement Duplessis. Le 2 mai, nouveau coup dur. La Johnsmanville annonce la reprise de la production grâce aux travailleurs de remplacement, aux SCAB, qu'elle a engagés en leur offrant de meilleurs salaires qu'à ses ouvriers avant la grève. Nous autres, on est à 4 frères. Puis quand mon père nous a dit, il a averti, là, on s'est entendus tous les 4. S'il y en a un qui rentre, les 3 autres vont y faire son affaire. Nous autres, chez nous, on était 9 enfants. Fait que ça faisait 11 en tour de table. Mon père, il avait pas sondé qu'aller chercher des sous pour manger, c'était aussi important. Il était membre du syndicat, puis il avait dit qu'il était assez risque à y aller.
Un beau matin, bien, il est arrivé, puis c'était l'émeute. Il était avec mes 2 frères, et puis il s'est fait débarquer de son auto, brûler son auto devant lui, puis il a mangé une volée, une sérieuse. Là, ils ont dit, c'est fini, on ne met plus pièce d'asbestos. Ils payaient bien dans ce temps-là. Ici, on n'était pas capable d'avoir des jobs de 2-3 pièces de l'heure, 4-5 pièces de l'heure. On avait 3 enfants, je pense. Vous aviez besoin d'un revenu? Ah oui, on n'avait pas d'argent. Puis on n'avait pas d'assurance chômage, quelque chose de même dans ce temps-là, je pense. On n'avait pas peu. Moi, c'était de l'argent, on voulait avoir, je ne travaillais pas. Puis il a dit, si on travaillait 3 semaines, on travaillera 3 semaines. On nous faisait prier à tous les après-midi, on faisait des parades. Puis pendant qu'on priait, on faisait on disait le chapelet, les scabs, ça rentrait en pleine porte. À un moment donné, on a dit, on va arrêter de dire le chapelet, là. Un groupe, là, je dis pas tout le monde, là, un certain groupe, d'à peu près dans mon âge, là, on s'est fait des tire-roches. Puis le soir, ben, quand il faisait noir, on sortait. On savait où il y avait des employés qui étaient rentrés comme scabs, puis on a fait un peu des vites. La situation est intenable. 700 scabs occupent 2/4 de travail. Les grévistes prennent les grands moyens. Le 5 mai, de toute la région de l'amiante, les grévistes convergent vers Asbestos. Là, ça a brassé, par exemple, parce que là, les gars étaient décidés de mourir, on a décidé de faire ça tout de suite. T'sais. Alors, il y avait des gars qui étaient réellement rendus à bout de nerfs. Ils ont décidé de ce coup-là, de barrer tous les entrées de la ville. Avec l'aide des gars de Thetford qui sont venus ici, Thetford Black Lake, qui était aussi en grève. On a arrêté au dépotoir et ils nous avaient... on n'a pas d'armes, rien. Tu ne pouvais pas être armé non plus. On avait arrêté au dépotoir et on avait pris des essieux de petites voitures, de wagon d'enfants. C'était ça qu'on était notre moteur 4 ou 5 dans cette automobile-là. Et on est revenu sur le chemin de Denville. On se camouflait dans les haies alentours, là, ou sur les parterres. Puis au bout de ça, quand tu es à l'entrée, le chemin rapetissait un peu. Là, tu avais un camion qui bordait complètement la circulation. Quand il est arrivé au camion, il a été obligé d'arrêter. Puis à la minute qu'il arrivait au camion, bien là, nous autres, on sortait tous des haies. Tous les grévistes sortaient des haies. Puis ils fermaient en arrière pour qu'ils reculent. Et il y avait quelqu'un qui avait tiré dans le char. C'était des policiers? Les policiers avaient tiré. Mais c'était une auto, c'était pas une auto de police? Non, c'était pas une auto de police, pas identifiée. Et dans le temps de dire, l'auto a été fait tourner à l'envers, les policiers ont été débarqués, puis je me rappelle, moi, terrien était à genoux, puis il se soit demandé pardon, puis il dit, écoutez, les gars, faites pas les fous, puis ces gars-là, ils avaient peur. Alors, les revolvers qui étaient en dessous des aisselles, ça revolait partout. Il avait mangé que de tapin, qu'on appelle que de claque, que de coups de pied aussi. La police provinciale envoie des renforts, mais en vain. La ville est barricadée, les policiers qui essaient d'y entrer ont la frousse de leur vie. C'est le cas de l'agent Michel Smola, qui est embusqué par les grévistes. Les polices provinciales suspendues au-dessus de la chute, là, puis mon Christ, là, si tu ne dis pas, là, que tu viens faire ici, là, on te lâche. Tu sais, là, mais je voyais qu'il y avait 50 pieds de haut, bas, là, puis ça me donne du temps. Plusieurs policiers sont faits prisonniers et amenés au sous-sol de l'église Saint-Aimé, où sont réunis des centaines de grévistes. Ils seront remis au chef de la police municipale, Albert Bell. Alors, j'ai rentré à l'intérieur de la salle. J'ai pas eu de problème. Là, j'ai demandé sur scène, là, j'ai vu que les gars étaient prisonniers, là, comme prisonniers, par rapport à on me dit, j'étais pas là. Ils ont craché dans la face des policiers, et frappé, etc. Là, moi, j'ai dit à la personne qui était sur scène comme animateur des grévistes, j'étais venu pour chercher des policiers. J'ai pas eu de misère avec les grévistes. Ils m'écoutaient. La révolte populaire, loin de s'amenuiser, prend de l'ampleur. Robert Marcoux, gréviste à l'époque, y était ce soir-là. Les gars, ils ont dit, on ne lâche pas, on tient jusqu'au bout, puis on ne lâchera jamais. La rumeur court qu'on va dynamiter les ponts.
Les dirigeants syndicaux font alors appel au curé Camiran pour calmer les esprits. L'abbé Camiran a dit, c'est bien de valeur, mais si vous ne lâchez pas les gars, là, ben, il va y avoir des meurtres, puis il y en a qui vont être veuves demain matin. Fait qu'ils ont dit, vous êtes bien mieux de lâcher, puis les gars, ils sont assinés un peu. Puis à un moment donné, ils ont dit, OK, on écoute le curé. OK qu'on lâche, les gars. On donne le mot d'ordre. On lâche. 1, 2, 3, go! Il y en avait des roches, des bâtons de baseball. Il y en avait de quoi, ils laissaient tomber ça à terre. Là. Puis là, tout le monde s'est en allé chez eux. Là. Ils devaient pas à 10h30, 11h le soir. Là. Parce que sinon, s'il y avait eu du monde sur les routes, ils se seraient fait t'approcher. Il y aurait eu probablement des morts. Parce que c'était pas des subtils. Il y en a des gens, là, des grévistes, là, qui étaient réellement là, pompés. Dangereux. C'était une émeute. On était quand même là, on contrôlait, puis personne qui pouvait rentrer en ville et sortir de la ville sans le contrôle des grévistes. On va dire, comme je disais dans l'autre film, c'est la seule fois que je pensais qu'on a été indépendant dans le Québec. L'émeute du 5 mai, c'est sans doute le point tournant de la grève. Duplessis a vu sa police humiliée, il est furieux. Ses ordres sont clairs, il ne suffit pas de répliquer, il faut écraser. 25 autos remplies de policiers se dirigent vers Asbestos avec l'ordre de tirer si nécessaire. Le lendemain, ma mère m'a réveillé et elle a dit, là, tu es capable d'y aller à la grève, tu vas à la messe ce matin. À la fin de la messe. Quand je suis sorti au travers de ça, là, dans la porte de sortie, c'était tout pacté, tout compacté là. Et là, il y avait un paquet de gars du provincial. Je reconnaissais des gars qu'on avait vus la veille. Et là, il y avait le père, il y avait Abtel O'Brady qui lisait l'acte d'émeute. Les policiers ne se contentent pas d'arrêter tout ce qui bouge en public. Ils entrent dans les maisons, dont celle de Rodolphe Hamel, le président du syndicat. C'est arrivé ici, ces gars-là, avec un mot d'ordre de casser la grève. Il n'y avait pas d'autre chose que ça. Et puis là, ils ont fait des folies direct dans la rue, là, insulter le monde. Ils s'en venaient, vous savez, pour prendre le contrôle de la ville, là. Chez les Hamel, le fils Jean-Noël est arrêté dans son lit. Yvon, son jeune frère, est témoin de la scène. Lui, il a passé à ce qu'il appelle au 3e degré. Donc, ils l'ont battu à mort, il battait à coups de garcette, passait la tête au travers des murs. D'après ce qu'ils nous ont dit, c'était des lutteurs de Montréal qui rentraient là pour battre les gars. Jean-Noël, mon frère, était passé au travers des murs aussi. Il disait carrément, il dit, moi, je le savais, si je signais quoi que ce soit, je n'embarquais pas père, j'embarquais sur mon père. Il embarquait mon père. Fait qu'il ne voulait rien signer. Ils ont donné, je pense, 2 volets, puis à le deuxième volet, le docteur de la compagnie, ils m'ont fait venir le docteur de la compagnie. Puis ils m'ont dit, tu prends le pouls, tout ça, pour voir s'il est capable d'en prendre un autre. C'est fort, hein? Là, c'est pas démontré. Puis ils m'ont dit, tu prends le pouls, tout ça, pour voir s'il est capable d'en prendre un autre. C'est fort, hein? Là, c'est pas démontré qu'on compte là. Mon père l'a vu passer tout ensanglanté, lui. Son fils? Ouais. Tout ensanglanté qu'elle a essayé de le faire identifier au sous-sol de l'église Saint-Aimé. Lui, mon père va être arrêté 2 semaines, une semaine plus tard, je pense, par la police provinciale en pleine nuit. Pas de mandat, rien non plus. Cette photographie du gréviste Laurent Bernatchez deviendra le symbole de la brutalité de la répression exercée par le régime Duplessis. Bernatchez se souvient très bien de ce matin-là, le matin du 6 mai, au sous-sol de l'église Saint-Aimé. Là, je préparais à la messe. Je rentrais le département des fournaises, là. Puis là, il y avait un petit miroir, un colorifère. Puis là, je me suis peigné, puis là, la porte était très à côté de moi. Ils sont rentrés? Ouais. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient? Moi, j'ai voulu m'en aller. J'étais rendu quasiment à l'autre marche. Puis là, c'est là que j'ai reçu des coups, j'ai debout les vaches. Puis là, ils m'ont rentouré. Je tombais, me relevais, je tombais, me relevais. Je sentais pas les coups. Quand il était dehors, là, un gradé m'a demandé comment je m'appelais. J'avais du sang pas mal dans la bouche, puis j'ai gâché la face.
Il y avait tous des bleus partout. Ah oui, ils m'ont donné des coups de poing dans la bouche, puis j'ai gâché la face. Il y avait tous des bleus partout. Ah oui, ils m'ont donné des coups de pied. Ça n'en prenait un. Je ne vais pas passer vers la martyre. Si j'ai la tête baissée, c'est parce qu'ils me l'ont baissé. Laurent Bernatchez fera l'objet de 14 accusations, mais il ne sera jamais jugé ni condamné. Sa photographie choque l'opinion publique et la presse, qui prend position en faveur des ouvriers. La loi de l'émeute à Asbestos reste en vigueur pendant 3 jours. 3 jours où près de 200 personnes sont arrêtées, interrogées, malmenées. L'acte d'émeute, il faut qu'on prenne le type sur le fait après que l'acte a été lu publiquement. Non, on a procédé à l'inverse. Bien, on a lu l'acte d'émeute, alors que... Après l'émeute. Après l'émeute, si vous voulez, puis oh non, ça marchait pas. On refuse aux prisonniers le droit de rencontrer les jeunes avocats désignés par le syndicat. À la fin juin 1949, Maurice Duplessis recule sur son refus de rencontrer Jean Marchand. Les 2 hommes négocient le compromis final. Duplessis recule sur son refus de rencontrer Jean Marchand. Les 2 hommes négocient le compromis final qui mettra fin à la grève. Le règlement du conflit survient le 1er juillet. Les grévistes obtiennent une augmentation de salaire de 10 cents de l'heure et une garantie qu'ils seront réembauchés. Mais rien de plus. Ils retournent au travail le 5 juillet, mais plusieurs devront attendre jusqu'à 2 ans avant d'être rappelés. On a tout rentré à genoux, monsieur. Tout rentré à genoux. On aurait pu rentrer à genoux et même faire au bout d'une semaine de grève. Les scams après la grève, là, ça a été très dur pour les autres. Très dur pour les autres. Et nous autres, après la grève, on allait dans un hôtel, on n'avait pas peur. Les autres, ils étaient craintifs. Ils étaient craintifs. La minute, ils attendaient le mouscab. Et ils finissaient seulement pour le bière. Ça a été dur pour ces gars-là et tout. Et il y en a encore, il y en a d'autres hein, qui sont plus comme les autres, je veux dire, qui en veulent encore. Au fil des ans, la compagnie change son équipe de direction. Un nouveau climat s'installe, les conditions de travail s'améliorent avec la mécanisation. Les avantages que les travailleurs vont chercher, ça se répercute finalement sur l'ensemble de la population. Les cols blancs ont eu des conventions collectives après les cols bleus parce que les cols bleus n'avaient eu. La grève a eu pour effet de politiser les travailleurs, comme Jean-Jacques Lafontaine, qui devient une des grandes figures du syndicalisme au Québec. Des fois, dans la vie, on est pris devant des choix déchirants. Mais là, si on cherche à protéger notre petit moi, on oublie qu'on vit dans une société. Bien sûr, il y aura d'autres grèves. Petit moi, on oublie qu'on vit dans une société. Bien sûr, il y aura d'autres grèves. Les effets de la poussière d'amiante sur la santé des travailleurs deviendront un enjeu central, ce qui va sensibiliser l'opinion publique aux dangers de l'amiante et va réduire ses débouchés. Aujourd'hui, plusieurs témoins de la grève de 1949 sont disparus, souvent emportés par les maladies résultant de leur exposition à l'amiante. La ville qui a connu la grève est elle aussi disparue. L'église Saint-Aimé, au cœur du conflit, a été démolie en 1966, comme tout ce qui constituait alors la ville d'Asbestos. Il fallait faire de la place pour la plus grande mine à ciel ouvert au monde, un énorme cratère entouré de résidus miniers qui n'emploie plus aujourd'hui que quelques centaines de travailleurs et même pas 12 mois par année. Si c'était à faire, je le ferais. Mais c'est des méchants souvenirs. Comme notre curé disait, bien justement, curé Calgaran, il dit il faut pardonner, mais l'oublier, je ne suis pas sûr que vous allez l'oublier. Je pense qu'on ne l'oubliera jamais.